Je n'oublierai jamais le moment où mon téléphone a sonné ce matin silencieux, car avant même de répondre, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, comme si l'air était devenu trop lourd pour mes poumons, et quand j'ai entendu la voix du policier dire que ma petite fille était partie, mes jambes ont fléchi et j'ai dû m'asseoir. Parce qu'en même temps, un nom que j'avais caché pendant des décennies est revenu de toute force dans mon esprit. Un nom que je m'étais promis de ne plus jamais prononcer. Un nom lié au crime, à la violence et à un passé que j'avais enterré en croyant que le silence protégerait ma famille. Je suis une femme déjà marquée par le temps, une grand-mère dévouée, connue dans le quartier comme quelqu'un de discrète, travailleur, qui prenait toujours soin d'elle, et pendant de nombreuses années, ma plus grande préoccupation a été de m'assurer que mes enfants et petits-enfants aient une vie loin des erreurs que j'ai vues de près quand j'étais plus jeune. À cette époque lointaine, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est impliqué dans de mauvaises causes, quelqu'un qui a franchi des limites dangereuses et m'a fait voir de près à quel point le monde du crime est impitoyable. Et quand j'ai réussi à sortir de cette ombre, j'ai prêté serment silencieux de ne plus jamais aborder ce sujet, de ne plus jamais laisser ce passé contaminer l'avenir de ma famille. Les années ont passé, mes enfants ont grandi, mes petits-enfants sont arrivés avec joie, routine, espoir, et je croyais vraiment avoir surmonté le passé simplement en le laissant derrière moi. Mais ce matin-là, tout s'est effondré lorsque la police a annoncé que ma petite fille avait été vue pour la dernière fois près d'un endroit connu pour ses activités illégales. Pendant les premiers jours, j'ai vécu dans un état de choc constant. Je dormais peu, je ne mangeais presque rien, et chaque coup frappé à la porte me faisait bondir de ma chaise alors que la recherche avançait lentement et que l'angoisse envahissait toute la famille. C'est alors que, lors d'une conversation formelle avec les enquêteurs, j'ai entendu quelque chose qui m'a complètement figé. L'un d'eux a mentionné précisément ce nom que j'avais caché pendant des décennies, affirmant qu'il était apparu comme un indice dans une plainte anonyme. À ce moment-là, j'ai ressenti de la honte, de la peur et un poids écrasant de culpabilité, même si je savais que je n'avais commis aucun crime. Mais le simple fait d'être resté silencieux m'a placé sous un regard suspicieux. Les membres de ma propre famille ont commencé à se demander pourquoi je ne leur avais jamais dit, pourquoi j'avais caché quelque chose d'aussi grave. Et j'ai été jugée comme si j'avais été complice, comme si j'avais choisi de protéger un criminel plutôt que ma propre petite fille. Les paroles dures venaient de tous côtés. Les voisins chuchotaient. Les connaissances s'éloignaient. Et je me sentais exposée, humiliée, réduite à une femme qui savait trop et parlait trop peu, alors qu'au fond de moi, je pensais seulement que le silence, pour moi, avait toujours été une forme de survie. Au fil des jours, les enquêtes se sont approfondies et chaque nouvelle information semblait augmenter la pression sur moi, car le criminel a essayé d'utiliser mon passé comme bouclier, répandant des mensonges, insinuant que j'avais un intérêt, essayant de semer la confusion avec la police et de détourner l'attention. On m'appelait à témoigner constamment, je revivais des souvenirs que je préférais oublier. Et dans chaque salle d'interrogatoire froide, j'avais l'impression d'être à nouveau jugée, non pas par l'actualité, mais par des décisions prises il y a des décennies, dans un contexte complètement différent. Le tournant est survenu lorsque la police a enfin obtenu des preuves concrètes, en croisant données, images et témoignages, et il est devenu clair que cet homme essayait de tout manipuler, utilisant mon ancien silence comme partie du plan. Quand la vérité a éclaté, elle n'était ni douce ni discrète, elle était publique, dure et impossible à ignorer. Et le même nom qui avait été autrefois chuchoté avec peur a commencé à être mentionné à voix haute comme étant directement responsable de la disparition de ma petite fille. Cette exposition a été dévastatrice pour lui et libératrice pour moi, car pour la première fois, je n'étais plus la femme qui cachait quelque chose, mais la grand-mère qui se battait pour la justice. L'arrestation est intervenue après une opération tendue, et lorsque j'ai reçu la confirmation officielle, j'ai senti mes mains trembler, non pas de joie, mais de soulagement, car enfin, le poids que je portais avait changé de côté. Ma petite fille a été retrouvée quelques jours plus tard, bouleversée, émotionnellement blessée, mais vivante. Et quand je l'ai serrée dans mes bras dans cet hôpital silencieux, j'ai compris que le passé revient vraiment pour laisser son prix, mais pas de la façon dont nous l'imaginons. Le criminel croyait que mon silence serait l'arme parfaite, mais c'est précisément lui qui l'a démasqué, transformant des années de peur en preuve contre lui-même. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que j'ai été humiliée, discréditée et jugée injustement.
Mais je vois aussi que la justice a trouvé son chemin et que ma douleur n'a pas été vaine. Ce qui s'est passé a marqué ma famille à jamais. Mais cela m'a aussi appris que les vérités enfouies ne disparaissent pas. Elles attendent simplement le bon moment pour réapparaître, et quand cela arrive, personne ne peut échapper aux conséquences, pas même ceux qui pensaient que le passé ne reviendrait jamais pour charger ce qui n'était pas résolu. Après le retour de ma petite fille à la maison, rien n'était plus pareil. Car bien que son corps soit là, assis à table, mangeant lentement et essayant de sourire, ses yeux portèrent des marques qu'aucun examen médical ne pouvait mesurer. Et j'ai compris que la véritable fin de cette histoire était encore loin d'arriver. La police a clôturé la phase la plus urgente de l'enquête, le criminel a été officiellement inculpé, et la presse locale a commencé à diffuser des détails que je n'aurais jamais imaginé voir un jour rendus publics, y compris des faits de mon passé que j'ai tant lutté pour garder enterrés. Chaque rapport semblait arracher un autre morceau de ma vie privée. Et je me retrouvais obligée d'affronter des jugements silencieux chaque fois que je quittais la maison. Car bien que beaucoup sachent désormais que je n'étais pas responsable, il y avait toujours des soupçons, comme si le simple fait que j'ai connu cet homme dans le passé était une tâche impossible à effacer. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était aussi tendue. Mes enfants étaient partagés entre le soulagement du retour de leur fille et la colère de ne jamais tout leur avoir dit auparavant. Et il y a eu des nuits où nous nous disputions jusqu'à l'épuisement, avec des mots durs prononcés sans réfléchir, de vieilles blessures rouvertes. Et moi, au milieu de tout cela, essayant d'expliquer que l'hésilance ne naît pas toujours de l'omission, mais souvent par la vraie peur de mettre en danger ceux qu'on aime. Peu à peu, j'ai raconté des détails que je n'avais jamais dits à voix haute, des souvenirs de mes moments où j'avais moi-même été menacée, de la façon dont j'avais quitté ce monde pour survivre, de la façon dont je croyais que couper le lien et faire semblant que rien n'avait existé était la seule façon d'assurer un avenir sûr pour mes enfants. Et en parlant, j'ai remarqué le choc sur leur visage, non pas par colère, mais parce qu'ils ont enfin compris l'ampleur du poids que je portais. Seul pendant tant d'années. En même temps, le criminel a commencé à agir depuis l'intérieur de la prison, essayant d'établir un contact indirect, envoyant des messages via des tiers, insinuant que je lui devais encore quelque chose, et chaque tentative était immédiatement signalée aux autorités qui ont commencé à voir clairement le schéma manipulateur qu'il avait toujours eu. C'est à ce moment-là que la justice a commencé à changer de ton, car je suis passée d'un simple témoin mal à l'aise à un acteur clé du processus, quelqu'un qui a aidé à relier des points qui auparavant semblaient sans lien. J'ai donné de nouveaux témoignages, affronté de longues audiences, des salles pleines, des avocats essayant de me déstabiliser avec de vieilles questions, mais cette fois, je n'ai pas baissé les yeux, ni fermé la bouche, car je comprenais que le silence qui me protégeait autrefois devait maintenant être brisé pour protéger les autres. Chaque mot prononcé au tribunal semblait enlever un peu plus du pouvoir que cet homme croyait encore avoir sur moi. Et voir cela reflété dans sa posture, de plus en plus en colère et acculée, me donnait une étrange sensation de force, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pendant ce temps, ma petite fille a commencé un accompagnement psychologique, et je l'ai accompagnée en silence lors de nombreuses séances, assise dans des salles d'attente, observant d'autres familles avec différentes douleurs, réalisant que la souffrance ne choisit ni l'âge ni le nom de famille. À la maison, j'ai commencé à reconstruire des routines simples, comme préparer le petit déjeuner ensemble, marcher lentement autour du pâté de maison, parler de choses futiles, car j'ai compris que la guérison ne venait pas de grands discours, mais de la constance de petits gestes. Le procès approchait, et la tension montait de nouveau, car je savais que ce serait le moment où tout ce qui était caché, nié et déformé serait définitivement exposé. Le jour où je suis entrée dans la salle d'audience, j'ai ressenti les mêmes papillons dans le ventre qu'il y a des décennies, mais quelque chose en moi était différent, plus ferme, plus conscient que je n'étais plus la femme acculée par la peur, mais quelqu'un qui avait survécu et décidé d'affronter les conséquences de front. Quand j'ai été appelée à parler, le silence a envahi la salle, et chaque mot qui sortait de ma bouche était clair, direct, sans exagération, car la vérité n'avait besoin d'aucun ornement. J'ai raconté comment j'ai rencontré cet homme, comment j'ai déménagé, comment j'ai été menacée, comment j'ai reconstruit ma vie loin de cet environnement, et comment la disparition de ma petite fille a tout ramené de façon brutale.
J'ai observé attentivement la réaction du jury, vu des têtes s'incliner en signe de compréhension, et à cet instant j'ai compris que, quel que soit le verdict, j'avais enfin été entendu. Le criminel a tenté de discréditer mon récit, mais les preuves en étaient plus fortes. Et chaque tentative de manipulation ne faisait que renforcer ce que l'enquête avait déjà démontré. Quand le juge a annoncé la condamnation, il n'y a eu ni célébration, ni larmes de joie, juste un profond silence en moi, accompagné d'un sentiment de clôture, comme si un très vieux cycle venait enfin de se terminer. En quittant la salle d'audience, j'ai pris une profonde inspiration, senti l'air froid sur mon visage et pensé au nombre de fois où j'avais craint ce moment, croyant qu'il me détruirait. Alors qu'en réalité, c'est là que j'ai vraiment commencé à me reconstruire. Aujourd'hui, je continue à gérer les cicatrices émotionnelles, le souvenir qui refont surface sans avertissement, mais aussi la certitude que faire face au passé, aussi douloureux soit-il, peut transformer la honte en dignité et la peur en force. Ma petite fille a encore beaucoup de chemin à parcourir, je le sais, mais je sais aussi qu'elle n'est plus seule et que notre famille, malgré toutes les fissures, a appris que les secrets non résolus ne disparaissent pas. Ils attendent juste le bon moment pour laisser leurs traces, et quand ce moment viendra, seule la vérité a assez de pouvoir pour tout remettre à sa place. Au fil des mois qui ont suivi la condamnation, j'ai compris que la véritable reconstitution ne s'est pas produite dans les papiers signés par le juge, ni dans les gros titres qui ont disparu avec le temps, mais à l'intérieur de la maison, dans les silences partagés et les conversations difficiles qu'on évitait auparavant, car désormais il n'y avait plus de place pour faire semblant que tout allait bien. Ma petite fille a lentement repris de petites habitudes, est retournée à l'école, a commencé à mieux dormir certaines nuits, et chaque avance, aussi petite soit-elle, était célébrée en silence par moi, comme pour remercier quelque chose de trop fragile pour être célébré à voix haute. J'ai aussi dû affronter mes propres conséquences, pas légales, mais émotionnelles, car pendant des années, j'ai construit mon identité sur l'idée que l'exilence était une protection, et maintenant, je devais apprendre à vivre sans ce bouclier. Des personnes du quartier sont revenues vers eux, se sont excusées en dissimulant, ont dit qu'elles ne savaient pas tout, et j'ai écouté poliment, mais j'ai compris que certaines distances ne sont pas des punitions, ce sont des limites nécessaires. Pour avancer, mes enfants, peu à peu, ont commencé à me voir différemment. Non plus comme quelqu'un qui cachait quelque chose, mais comme une femme ayant survécu à une période difficile et pris des décisions basées sur une vraie peur, pas sur l'indifférence. Et cela a profondément changé la dynamique de notre relation. Il y a une nuit en particulier, tous assis à table, où l'un d'eux m'a pris la main et m'a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi je gardais le silence. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se réorganiser en moi, comme si une vieille blessure avait enfin été nettoyée. Pourtant, le passé n'a pas complètement disparu, car les procès traînent généralement, des appels ont été déposés, et de temps en temps je recevais des notifications qui me faisaient revivre tout cela. Mais la différence, c'est que maintenant je n'étais plus seule ni mal informée. J'ai commencé à être recherchée par d'autres femmes, certaines plus âgées, d'autres plus jeunes, qui entendaient mon histoire et s'y reconnaissaient, des personnes qui gardaient aussi des secrets par peur, honte ou menace, et chacune de ces conversations renforçait en moi la certitude que le silence pouvait même sembler une solution temporaire, mais qu'il coûtait presque toujours trop d'intérêt avec le temps. Certains jours, je me réveillais soudainement avec des souvenirs, des sons, des odeurs, des images du passé qui apparaissaient sans avertissement, et j'ai dû accepter l'aide d'un professionnel pour comprendre que faire face au traumatisme n'est pas un signe de faiblesse, mais une responsabilité envers ceux que nous aimons et envers nous-mêmes. Ma petite fille, observant mes mouvements, a aussi eu le courage de parler davantage, d'exprimer des peurs, de la colère et des doutes qui étaient auparavant coincés dans ma gorge, et notre lien s'est renforcé d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible après tant de douleurs. Le criminel, désormais exposé et condamné, perdit complètement le contrôle qu'il croyait avoir, et même lorsqu'il essaya de se présenter comme victime dans des lettres 7 des déclarations, plus personne ne le croyait, car la vérité, une fois racontée et prouvée, ne peut être recueillie. Il y a eu un jour où j'ai marché seule dans le même quartier où tout a commencé, traversé des rues qui me faisaient paniquer, et j'ai réalisé que mes pas étaient de ferme, mon cœur calme, et cela m'a montré qu'affronter le passé n'efface pas ce qui s'est passé, mais rend quelque chose d'essentiel que la peur vole,
le sentiment d'appartenir à la vie elle-même. Aujourd'hui, quand je regarde ma petite fille assise dans le salon, riant à quelque chose de simple à la télévision, je sais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais je sais aussi que le pire est passé, car ce qui nous a détruits, ce n'est pas seulement le crime, mais aussi le silence qui l'a permis de continuer à nous hanter. J'ai appris, à mes dépens, que cacher la douleur ne l'élimine pas. Il ne fait que la transférer vers l'avenir, et que la vérité, aussi cruelle qu'elle puisse paraître lorsqu'elle est révélée, est la seule chose capable de transformer la honte en apprentissage et souffrance en un nouveau départ. S'il y a bien une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que le passé trouve toujours un chemin en arrière. Mais quand il revient et trouve le courage au lieu de la peur, la justice au lieu du silence, il cesse d'être une menace et devient simplement ce qu'il est, une partie fermée de notre histoire qui n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont choisi d'aller de l'avant. Après tout ce que nous avons traversé, j'ai compris que mettre fin à une histoire comme celle-ci ne signifie pas effacer ce qui s'est passé, mais apprendre à vivre avec le marque, sans leur permettre de définir chaque étape de l'avenir. Ma petite fille a poursuivi son processus de guérison avec des hauts et des bas, des jours de force et de jours de profond silence. Et j'ai appris à respecter chaque phase sans précipitation, car la douleur ne suit pas un calendrier ni ne répond aux exigences. De nombreux matins, je la regardais quitter la maison pour l'école, son sac à dos sur le dos et un œil vigilant autour. Et même si je savais que la peur existait toujours, il y avait aussi quelque chose de nouveau, la détermination. Cela m'a montré que, malgré tout, la violence n'avait pas pu complètement en voler l'essence, et que pour moi, c'était déjà une immense victoire. J'ai aussi dû reconstruire ma routine, car pendant longtemps j'ai vécu pour survivre émotionnellement, et maintenant je devais apprendre à vraiment vivre, sans le poids constant de cacher quelque chose. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi, à accepter de simples invitations, à parler sans crainte de questions difficiles, car j'ai compris que mon histoire n'était plus un secret honteux, mais un témoignage de résistance. Peu à peu, le quartier m'a revue comme je l'avais toujours été, non pas pour la femme liée à un passé criminel, mais pour la grand-mère qui a affronté le pire cauchemar et n'a pas abandonné la vérité. Il y a eu un jour où j'ai rencontré une vieille voisine, quelqu'un qui était parti dans les moments les plus difficiles, et elle s'est excusée auprès de moi les yeux embués de larmes, disant qu'elle comprenait désormais tout, et que je lui avais pardonné, non pas parce que j'avais oublié, mais parce que je ne voulais plus porter rancune dans mes bagages. L'affaire judiciaire s'est finalement terminée définitivement, sans autre recours, et lorsque j'ai reçu la notification officielle, j'ai ressenti une fermeture intérieure que je n'aurais jamais imaginé vivre, comme si une très vieille porte avait été verrouillée pour la première fois. Il n'y eut pas de célébration, juste un silence serein, accompagné de la certitude que cet homme n'aurait plus accès à nos vies, ni physiquement, ni émotionnellement. À la maison, nous avons créé de nouveaux rituels, de petites traditions qui symbolisaient un nouveau départ, comme des repas familiaux sans hâte, des conversations honnêtes avant le coucher, des rires qui surgissaient sans culpabilité, car nous avions appris que survivre ne signifie pas toujours vivre en alerte. Mes enfants ont commencé à partager davantage avec moi, non seulement des problèmes, mais aussi des projets, des rêvesettes, des décisions, ce qui a renforcé un lien auparavant franchi par la distance et non dit. Parfois, je me demandais encore si cela aurait été différent si j'avais parlé plus tôt, mais j'ai appris à interrompre ce type de pensée, car le passé ne peut pas être réécrit, seulement compris. Ce qui compte, c'est que, quand la vérité a enfin dû être révélée, je ne me suis pas enfuie, je ne me suis pas cachée, et cela a complètement changé ma vision aujourd'hui. Ma petite fille, dans une conversation discrète, m'a dit qu'elle ne m'en voulait à rien, qu'elle savait que j'avais fait ce que je pouvais avec les outils que j'avais à ce moment-là, et entendre cela était comme pouvoir me pardonner aussi. Aujourd'hui, je sais que le silence peut même protéger un moment, mais il a un lourd tribut quand il dure trop longtemps, et j'ai appris que parler, même avec peur, peut être la seule façon d'empêcher le mal de continuer à se répéter. Quand je regarde en arrière, je vois une série de décisions difficiles, de procès injustes, de nuits blanches et de larmes refoulées, mais je vois aussi un courage qui monte là où il n'y avait auparavant que la peur. Le passé est revenu, oui, de la manière la plus cruelle possible. Mais il n'a pas gagné, car il a trouvé une femme prête à en assumer les conséquences et une famille qui a choisi la vérité plutôt que la honte. Aujourd'hui, j'avance avec une conscience plus légère,
sachant que mon histoire n'est pas définie par le criminel qui a tenté d'utiliser mon silence contre moi, mais par la force que j'ai trouvée pour le briser quand cela comptait le plus. S'il y a une fin possible à une histoire comme celle-ci, ce n'est pas la douleur ou l'humiliation, mais la capacité à transformer la souffrance en apprentissage et la peur en véritable protection. Je continue de vivre, prenant soin des miens, marchant d'un pas plus ferme, conscient que le passé peut même revenir pour laisser des traces, mais quand la vérité est de notre côté, ceux qui paient vraiment sont ceux qui pensaient ne jamais être atteints.